Hé, tu fais quoi? Bah, je regarde le Master de Shanghai. Oh là là, la grosse faute! Même moi, j'aurais mis dedans. Ouais, bah quand je te verrai jouer à ce niveau, on en reparle, hein. Bah, justement, ça tombe bien. Je pars jouer maintenant. Tu pourras me voir comme ça. Ah ouais? Le match, il est diffusé sur quelle chaîne? Yeah. Oh, he couldn't give it enough air. Voilà quoi. J'en ai marre de perdre, je comprends vraiment pas pourquoi. À mon avis, c'est juste une question de technique. Il manque plus que ça pour gagner. Bah tu sais quoi? Continue de jouer comme ça si t'as envie, mais c'est pas comme ça que tu vas t'améliorer. Parce que la technique sans les muscles, ça sert à rien. Bon, j'ai quand même envie de te voir gagner un match. Du coup, je vais t'aider un petit peu à te préparer. Comme j'ai dit, la technique sans les muscles, c'est inutile. Je vais donc commencer en t'expliquant les différents types de muscles et leur structure, comme ça tu auras une idée de ce qui se passe quand tu joues. Et j'enchaînerai sur ce qui fait que les muscles se développent, pour que tu puisses comprendre le fonctionnement de ton corps et que tu aies au moins une chance de gagner. Le corps est composé de 607 muscles qui représentent 40 à 50% du poids corporel d'un être humain. Les principales fonctions de ces muscles sont par exemple l'exécution de mouvements, le maintien de la posture ou encore la production de chaleur. On peut distinguer trois types de muscles, les muscles squelettiques, les muscles lisses et le muscle cardiaque. Les muscles squelettiques, aussi appelés muscles rouges, sont contrôlés par le système nerveux volontaire. Ils unissent les os entre eux et permettent la motricité. Les muscles lisses sont contrôlés par le système nerveux autonome. C'est un système involontaire. Il compose généralement les organes internes creux, comme l'estomac ou la vessie. On les nomme en général muscles blancs. Et enfin, le muscle cardiaque est, comme son nom l'indique, le muscle qui fait battre le cœur. Cependant, dans le langage courant, lorsqu'on utilise le mot muscle, on veut généralement parler de muscles squelettiques. C'est également sur ces derniers que nous allons nous concentrer pour ce travail. Les muscles squelettiques sont composés de fibres musculaires, de tissus conjonctifs et de tissus nerveux. Il existe trois types de fibres dans les muscles squelettiques. Les fibres 1, ce sont des fibres endurantes. Elles sont longues et fines et consomment beaucoup d'oxygène. Elles ne développent pas une force importante, mais peuvent rester contractées longtemps. Elles sont utilisées principalement dans les sports comme le marathon ou le cyclisme et n'ont pas un gros potentiel hypertrophique, ce qui veut dire qu'elles ne vont pas gagner beaucoup de volume. Ensuite, les fibres 2A, ce sont des fibres plus courtes et qui fonctionnent sans oxygène. Elles sont très puissantes mais se fatiguent très rapidement. Ces fibres sont donc sollicitées lors d'un effort bref et intense comme un sprint ou un saut. Elles ont une grande capacité hypertrophique. Et enfin, les fibres 2B, ce sont des fibres intermédiaires qui sont à la fois puissantes et endurantes. La distribution des fibres se fait en fonction de l'activité pratiquée, de l'âge et du sexe. Le rapport entre les types de fibres peut évoluer en fonction de l'entraînement. Le deuxième élément qui constitue les muscles est le tissu conjonctif. Ce tissu est le principal constituant des tendons qui servent à relier les muscles aux os. Certains muscles sont reliés à l'os par plusieurs tendons, d'où leur nom de biceps, triceps ou quadriceps. Intéressons-nous maintenant plus précisément à la structure d'un muscle squelettique. Un muscle squelettique possède une structure qui pourrait être comparée à celle d'une poupée russe. On peut voir ici le tendon qui relie le muscle à l'os et ici le sac de muscles. Autour de chaque sac de muscles se trouve une membrane conjonctive appelée sarcolème. À l'intérieur de cette membrane se trouvent plusieurs faisceaux de fibres musculaires. Chaque faisceau contient une multitude de fibres collées entre elles. Chaque fibre musculaire est composée d'un grand nombre de cellules musculaires appelées myofibrilles. Les myofibrilles sont l'une des cellules les plus longues de l'organisme. Leur structure est très complexe. Pour faire simple, on peut dire qu'elles sont composées de deux filaments de deux protéines, l'actine en bleu et la myosine en rouge. C'est à cause de la présence de ces deux protéines que la fibre musculaire a un aspect strié lorsqu'on l'observe au microscope. Cette apparence a donné à ces fibres le nom de fibres musculaires striées squelettiques. Chaque myofibrille peut être divisée en plusieurs parties appelées sarcomères. Cette maquette en représente un. Un sarcomère est défini comme l'unité de contraction du muscle. En résumé, on peut donc dire qu'une cellule musculaire est composée de plein de petits morceaux, les sarcomères, qui sont mis bout à bout pour former un tout.
Étant donné la complexité des myofibrilles, il suffit juste de retenir qu'elles contiennent deux filaments protéiques, l'actine et la myosine, car ce sera utile pour la suite. Bah voilà, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? De toute façon, c'est juste qu'il était mieux préparé que moi. Il suffit que je m'entraîne 2-3 jours et je pourrai le battre. Et tu comptes t'y mettre quand? Demain, à la première heure. Mais, t'es en train de faire quoi là? Tu t'échauffes? Bah oui, l'échauffement est la partie la plus importante avant une activité physique. Comme son nom l'indique, l'échauffement a pour but d'élever la température du corps. À froid, notre organisme n'est pas prêt à l'effort. La respiration est lente, le cœur est au repos et nos muscles sont raides. L'échauffement va permettre de préparer progressivement le corps à l'effort en élevant sa température. En effet, le fait de s'échauffer fait monter la température interne des muscles. Les fibres musculaires seront donc plus réactives et élastiques. Mais ce n'est pas tout. S'échauffer permet également à l'ATP, une molécule qui fournit l'énergie nécessaire aux réactions chimiques dans notre corps, de créer une sorte de lubrifiant qui va permettre aux filaments musculaires et aux articulations de mieux glisser les uns sur les autres. En s'échauffant mal ou tout simplement pas du tout, les filaments ne glisseront pas bien, ce qui pourrait entraîner une blessure au niveau des muscles ou des articulations. Maintenant, je vais prendre ma revanche. Pendant qu'ils continuent à jouer, je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau de leurs muscles, comment ils se contractent et leur développement. Comme expliqué précédemment, un muscle est composé de faisceaux qui sont eux-mêmes faits d'un groupe de fibres musculaires. Je vous ai également dit qu'il y avait deux protéines qui composaient les cellules des fibres des muscles. Eh bien, c'est ces deux filaments protéiques qui sont responsables de la contraction musculaire. Mais commençons par le commencement. Lors de la contraction musculaire, tout part du cerveau. Ce dernier envoie un signal appelé stimulus qui va amorcer la contraction. En général, lorsqu'un muscle se contracte, l'autre se détend. Deux muscles travaillant de cette manière sont appelés agonistes et antagonistes. On peut voir sur cette maquette la représentation de ce travail inversé. Lorsque le biceps se contracte, le triceps, qui est ici l'antagoniste, se détend. Et inversement. Mais revenons maintenant au mécanisme de contraction. Après que le cerveau a envoyé ce stimulus, l'action se déplace au niveau des protéines d'actine et de myosine. Lors de la contraction, ces deux filaments vont glisser les uns contre les autres et s'accrocher entre eux. Le muscle se raccourcit et s'épaissit. Plus la contraction est forte, plus le nombre d'accrochages entre les filaments est grand, et plus l'énergie nécessaire est importante. Lors de la détente, actine et myosine se séparent et retrouvent leur configuration initiale. Et maintenant que nous savons ce qui se passe lors d'une contraction, intéressons-nous à la cause qui pousse nos muscles à gagner du volume lorsqu'on fait du sport régulièrement. Avant tout, il faut savoir que la principale source d'énergie pour les muscles sont les protéines. Les protéines animales, qui sont celles que l'on trouve dans un steak par exemple, sont plus efficaces que les protéines végétales. Mais ce n'est pas directement ces protéines qui font grossir les muscles. En réalité, le processus exact qui permet aux muscles de gagner du volume n'est pas entièrement connu et compris. Il existe malgré tout quelques théories qui expliqueraient cet accroissement. Selon la première, faire un effort créerait des micro-déchirures au niveau des fibres musculaires. Le corps devrait donc ensuite réparer ces micro-déchirures en créant des fibres plus solides et plus épaisses pour prévenir de futurs dommages. D'où l'accroissement du volume musculaire. Si la théorie des microtraumatismes est dominante, il en existe d'autres. Une de ces autres théories dit que lors d'un effort, les fibres musculaires se déchireraient, ce qui permettrait d'en augmenter le nombre. Mais cette théorie est aujourd'hui pratiquement abandonnée. On pense que le nombre de fibres musculaires reste le même. Ce serait plutôt le type de fibre qui changerait selon l'activité pratiquée. Il existe également d'autres facteurs qui influent sur le développement des muscles, comme la quantité de testostérone, ce qui expliquerait pourquoi les hommes ont des muscles plus développés que les femmes, ou encore l'hérédité. Pour conclure, il n'existe aujourd'hui aucune recette miracle pour se muscler. Pratiquer une activité physique régulière reste le moyen privilégié pour développer sa musculature. Mais il ne faut pas oublier de faire des pauses entre les séances, car les muscles ont besoin de temps pour réparer ces micro-déchirures provoquées par l'effort. Eh, pourquoi tu fais pas des pompes, Seb? Bah, je veux tout simplement pas devenir comme Nadal. Comment ça? Bah oui, le tennis est un sport qui fait travailler les muscles de manière asymétrique. La plupart des sports sont des sports symétriques, comme la course à pied, la natation, le vélo, mais quelques sports sont quand même très asymétriques. Le tennis fait partie de ces sports vraiment très asymétriques. On joue quasiment qu'avec un côté du corps. En tout cas, pour tout ce qui est service, coup droit, smash, certains joueurs utilisent les deux mains quand ils vont faire un revers, mais malgré tout, c'est très asymétrique. On voit par exemple, si on cite Roger Federer, qu'il a un avant-bras qui est beaucoup plus musclé à droite qu'à gauche. Et cette asymétrie va beaucoup plus loin que simplement la musculature, c'est-à-dire qu'extérieurement on voit son avant-bras ou son épaule qui est plus musclé à droite qu'à gauche, mais si on fait des radios, les os sont plus épais
du côté dominant, du côté qui est surutilisé, donc le côté droit chez lui. Si on fait une radio de ses avant-bras, on verra la corticale, donc le tour des os, qui sera plus épais à droite qu'à gauche. C'est assez net comme différence. Cette asymétrie se manifeste dans différentes parties du corps et a des effets différents selon que le joueur touché est un amateur ou un professionnel. L'asymétrie la plus répandue et la plus facilement observable est l'asymétrie au niveau du haut du corps, plus spécifiquement au bras. Mais ce n'est pas la seule. Une étude menée par des chercheurs espagnols a aussi démontré que courir après une petite balle jaune et frapper dedans avec une raquette peut également engendrer une asymétrie au niveau des muscles qui relient le tronc aux jambes, et donc une asymétrie des fessiers. Jo-Wilfried Tsonga, par exemple, a accepté de participer à cette étude et les résultats récupérés ont montré que les muscles de la fesse opposée au côté dominant, la fesse gauche chez un droitier, pouvaient avoir jusqu'à 100 cm3 de muscles en plus que la fesse droite. Cependant, l'asymétrie due au tennis n'est pas seulement entre la gauche et la droite. Elle se voit également au niveau d'une seule partie du corps, comme l'épaule par exemple. En effet, le fait de taper dans la balle de manière répétitive et très régulièrement va entraîner une disbalance au niveau des épaules du joueur. Ces muscles concentriques, qui sont ceux qui vont permettre de faire aller l'épaule vers l'avant et frapper la balle, seront en général beaucoup plus gros que les muscles excentriques qui servent à retenir le bras lors d'un service ou d'un coup puissant. Ce déséquilibre au sein même de l'épaule va faire que chez le tennisman, cette dernière sera souvent tirée vers l'avant. Intéressons-nous maintenant aux effets de cette asymétrie d'une part pour les pros mais aussi pour les amateurs. Un joueur de tennis, s'il veut être performant, doit développer une musculature et un corps qui est adapté à son sport. Donc en fait, un sportif de très haut niveau déforme son corps pour son sport. Un tennisman donc, sera très asymétrique, quand un coureur à pied sera très symétrique. Cette différence peut aller jusqu'à des extrêmes. Par exemple, pour un tennisman professionnel, à force de faire des revers, surdéveloppe certains muscles au niveau de l'épaule. Ces muscles peuvent faire des coincements de nerfs pour simplifier et donc après atrophier certains muscles. Donc on peut vraiment observer chez certains sportifs de haut niveau des problèmes vraiment de disbalance musculaire très importants qui chez une personne normale seraient très pathologiques, c'est-à-dire qu'on devrait aller guérir ça, on devrait aller travailler pour rendre ce corps plus apte à affronter la nature, à affronter la vie normale. Mais chez eux, ils sont obligés de créer ce corps asymétrique pour en fait être bons dans leur sport. Les tennisman pros vont donc vraiment chercher à changer leur corps pour atteindre un optimum dans leur sport. Chez eux, l'asymétrie sera donc normale et nous ne chercherons pas tout le temps à y remédier. Mais pour une personne normale, ce n'est pas le cas. Alors, chez une personne normale, une asymétrie n'est pas du tout normale, donc un physiothérapeute va vouloir régler cette asymétrie, rendre le corps symétrique, c'est-à-dire faire du renforcement entre les muscles d'un côté de l'articulation et les muscles de l'autre côté de l'articulation, ou entre les muscles de devant, de derrière, de droite ou de gauche. Chez un sportif de haut niveau, cette asymétrie est voulue par son sport, donc on va essayer de pas forcément aller encore plus loin dans cette asymétrie, mais accepter cette asymétrie et pas forcément vouloir y remédier. Par contre, c'est clair que ça peut donner des problèmes de dos dus à cette asymétrie, des problèmes d'épaule si l'asymétrie est un peu trop importante. Donc on va plutôt aller régler les pathologies dues à cette asymétrie si ça le gêne dans sa pratique de tous les jours. Si cette asymétrie ne le gêne pas, il lui donne un avantage sur ses adversaires, on ne va pas tellement y toucher. Comme dit précédemment, une asymétrie chez un joueur amateur peut être mauvaise pour sa santé. Pour contrer un déséquilibre, il faut donc se concentrer sur le côté le plus faible et donc le moins développé. C'est le côté gauche dans mon cas. On peut aussi faire beaucoup de répétitions d'exercices unilatéraux pour cibler la partie sous-développée. C'est pour cette raison que je m'entraînais avec cet haltère. Même si compenser une asymétrie prend du temps, il faut le faire pour limiter le risque de blessure ou de pathologie à l'avenir. Eh ben, t'as l'air de bien connaître ton sujet, hein. Je comprends pas pourquoi tu continues à perdre. C'est juste que mon coup droit et mon revers sont efficaces, mais comme j'ai un peu mal à l'épaule, pour les services, c'est mon point faible. Mais c'est pas grave, va quand même t'entraîner à servir. Toi, du coup, tu fais quoi demain? Rien. Et toi? Rien. Eh bah, c'est pas trop tôt. Bon, il en est où? Eh, qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as dit de m'entraîner à servir, non? Mais non, espèce de tartuffe, servir au tennis, pas au restaurant. Ah, bon alors je tombe le tablier, hein. Ah! Je crois que je me suis fait une déchirure à l'épaule, là. Mais non, c'est pas une déchirure. Mais, j'ai quoi alors? Bah, je sais pas trop. Pour en avoir le cœur net, il faudrait que tu ailles voir un médecin.
Mais je peux déjà t'aider en t'expliquant les différents types de blessures qui arrivent aux sportifs. Déjà, il y a des blessures générales à la pratique d'un sport et des blessures plus spécifiques au tennis, que ce soit chez les amateurs ou chez les pros. La première est la crampe. La crampe est la blessure la plus largement connue. Cependant, ce n'est pas vraiment une blessure musculaire, mais plutôt un dysfonctionnement temporaire du muscle. En effet, la crampe correspond à une contraction involontaire et passagère du muscle qui peut se révéler extrêmement douloureuse. Leur origine est souvent due à une déshydratation ou à une accumulation de toxines liées à l'effort. Ensuite, il y a l'élongation qui est la première vraie lésion musculaire. Elle correspond à un allongement excessif du muscle qui entraîne quelques fibres musculaires à se rompre. C'est une sorte de déchirure microscopique qui arrive souvent sur un muscle mal échauffé ou fatigué. Les muscles les plus touchés sont les muscles du mollet et de la cuisse. L'étape suivant l'élongation est le claquage. C'est à peu près la même blessure, sauf que cette fois, une grande quantité de fibres sont rompues. On ressent une vive douleur suivie par un hématome. Le stade ultime de la blessure du muscle est la déchirure. Elle correspond à une fracture du muscle qu'on peut comparer à une fracture osseuse. Le muscle se rompt pratiquement dans sa totalité. La douleur est si vive qu'elle peut provoquer un malaise. Les muscles touchés sont principalement les adducteurs et les mollets. C'est ce qui arrive lors d'une blessure spécifique au tennis appelée tennis leg, sur laquelle on reviendra ensuite. Tu te demandes maintenant comment est-ce qu'on peut éviter de se blesser. Eh bien, il faut déjà faire attention aux facteurs de risque qui peuvent entraîner des blessures. Le premier est un échauffement insuffisant avant la pratique d'une activité physique intensive. Ensuite vient la fatigue qui va engendrer une faiblesse musculaire et donc augmenter le risque de se blesser. Et enfin, un manque d'hydratation ou tout simplement l'âge, car plus on vieillit, plus les muscles deviennent raides et fragiles, ce qui favorise les blessures. Pour éviter de se blesser, il faut donc veiller à bien s'échauffer et ne pas faire un trop gros effort lorsqu'on est fatigué, tout en buvant assez et régulièrement. La blessure la plus fréquente est la tennis elbow. Elle survient au niveau des tendons et des muscles latéraux de l'avant-bras qui sont rattachés au coude. La tennis elbow apparaît après une trop grande utilisation des muscles concernés et est souvent due à une mauvaise taille du grip de la raquette. Elle peut être soignée, comme toutes les blessures, principalement par du repos, mais surtout par une baisse de la pratique du tennis. La deuxième blessure, fréquente chez les amateurs, est le syndrome de la coiffe des rotateurs. Elle est souvent provoquée par une inflammation d'un tendon dans l'épaule après qu'il a frotté sur une pointe osseuse présente dans l'articulation. Cette blessure est également causée par une surutilisation de l'épaule dans des mouvements où il faut lever le bras, comme lors d'un smash ou d'un service. La troisième blessure est moins fréquente et atteint principalement les personnes âgées de plus de 40 ans. C'est la tennis leg. C'est en réalité un claquage au niveau du mollet. Le claquage arrive souvent après quelques minutes de jeu et se fait d'un seul coup, entraînant une vive douleur. Ensuite, contrairement aux joueurs amateurs, les blessures qui touchent les professionnels ne sont pas dues à un mauvais matériel ou à une surcharge résultant d'une pratique intensive du tennis. En effet, vu qu'ils pratiquent le sport depuis très longtemps, il est très rare qu'un tennisman pro se blesse car il a trop joué. Les blessures des professionnels sont en général plutôt des entorses au niveau des articulations du genou ou de la cheville. Et ils peuvent aussi avoir des problèmes de poignet lorsqu'ils pratiquent le revers à deux mains. À l'époque, les blessures au niveau du dos étaient également très fréquentes, mais avec les améliorations des gestes techniques et le nouveau matériel, ce type de blessure n'arrive pratiquement plus. Si on devait donc résumer la différence entre les pros et les amateurs, on pourrait dire que les blessures des amateurs sont plutôt dues à une pratique intensive du tennis ou à un mauvais matériel, alors que les pros se blessent plus souvent au niveau des articulations ou du poignet. Bah voilà, je suis allé voir un médecin comme tu me l'as conseillé. Maintenant, il m'a dit d'aller voir un physio pour en savoir plus sur ma blessure. Ta blessure est due en fait au fait que tu as trop sollicité tes muscles concentriques et pas assez tes muscles en excentriques. Donc tu t'es créé une petite disbalance au niveau de ton épaule. Donc il va falloir qu'on travaille en fait à réduire cette disbalance, à améliorer la force de tes muscles excentriques postérieurs à l'épaule pour permettre en fait de rééquilibrer cette épaule, ce qui te permettra après de rejouer à haut niveau sans avoir de douleur. Alors pour le premier exercice, tu vas lever le bras tendu vers le haut comme si tu voulais faire un revers et tu reviens. Et vu qu'on veut travailler en excentrique, tu utilises ton autre main pour aider l'élastique à monter. Comme ça, la partie concentrique ne travaille pas trop forte et c'est la partie excentrique où tu n'as plus besoin de la main. Tu montes avec les deux mains et tu redescends avec une seule main. Celle-ci ne travaille pas pour la descente. Voilà, celle-ci ne travaille pas pour la descente. Exactement. Encore, une fois, coude tendu et tu descends. Parfait. Le deuxième exercice, tu prends l'élastique comme ceci et tu vas partir vers l'extérieur et tu reviens. Parfait. Concentrique et excentrique. Et maintenant, tu vas utiliser la deuxième main pour l'aider dans la partie concentrique. Comme ça, le muscle ne travaillera que en excentrique. Encore une fois, là, il ne travaille pas et là, il travaille très fort. Voilà. Voilà, je te donne cet élastique pour travailler ça à la maison. Tu vas essayer de faire des séries de 15-20 répétitions tous les matins, tous les soirs, 3-4 séries de chaque
exercice qu'on a vu aujourd'hui. Et puis pendant 3 semaines, 1 mois, tu vas faire ça. Après, on va augmenter la dose et tu pourras gentiment comme ça revenir au tennis et puis rejouer à haut niveau. Voilà, aujourd'hui c'est mon dernier jour de récupération. Et en réfléchissant un peu, je me suis bien rendu compte, comme Jordan m'avait dit au début, avoir une bonne technique est important, mais sans les muscles pour en profiter, ça sert à rien. Grâce aux explications de Jordan, j'ai pu comprendre la structure d'un muscle, mais aussi les différents types qui existent. J'ai pris conscience de l'importance d'une bonne préparation physique et j'ai compris les effets de l'asymétrie due au tennis. Et enfin, j'ai appris les différentes blessures qui affectaient les amateurs, mais aussi les professionnels. Et maintenant, je me sens capable de gagner des matchs. Recette les muscles.